Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur leur thème et toutes nos excuses pour ces petits problèmes de programmation. Fin d'année, l'émission c'est à revoir dans nos programmes très prochainement. Alors, Actu Hebdo, c'est l'heure. Je suis d'acquitter. Oui, Bonjour, bienvenue. bonjour, oui, bonjour, Djamodi. Je te souhaite une excellente journée de dimanche. Oui, merci à toi de Voilà. même. Voilà. Les sujets aujourd'hui et puis nos invités. Effectivement, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Actu Hebdo, j'aurai des questions d'actualité. Nous avons aujourd'hui des invités. Il s'agit d'abord de Ousmane Sidibé. Bonjour, monsieur Sidibé. Bonjour, monsieur Vous êtes Dakité. directeur régional du district Oui. des eaux et forêts. Tout à fait. Alors, vous êtes ici, mais ici sur le plateau, vous êtes là en tant que président du Rotary Club Kati Tout à fait. pour nous parler de la journée de reboisement que vous avez initiée. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le deuxième invité, Aruna Kanté, j'avais tenté de dire Aruna Diakité, il est le responsable du Global Équipement et Services. Tout à l'heure, vous allez nous parler de la série de formations que vous avez eue cette semaine. Alors, on va partir sur ce premier reportage. Ouverture donc à Bamako d'une session de formation à l'attention des militaires, paramilitaires et ONG et entreprises maliennes. La session qui a duré 2 jours a permis à SOISEX Électronique, une société française de télécommunications, et ses partenaires de mieux s'imprégner de l'utilisation des matériels et équipements de dernière génération dans le domaine de la télécommunication et de la transmission radio. Nous suivons le compte rendu de Modibo Marco. Du matériel de géolocalisation, de sécurité et de surveillance, des infrastructures solaires, des équipements intégrés des services de transmission et de télécommunications à l'usage des militaires et paramilitaires, des sociétés et entreprises africaines. La société Global Equipment et Services présente ainsi ses produits anciens et nouveaux en mettant du coup à niveau ses partenaires maliens. L'importance, c'est de passer les messages, les informations techniques et d'avoir la possibilité d'avoir un échange libre avec les clients pour mieux connaître leurs besoins, pour mieux connaître les problèmes du pays, qui nous permet enfin de les aider à choisir le meilleur produit et la meilleure application qu'il faut pour servir à leurs besoins. Une session qui s'inscrit donc dans la consolidation des acquis de notre pays en matière de protection et de sécurité de l'ensemble du territoire. Ça porte d'abord sur le partenariat que nous avons avec la société française qui est Soisex. Ils nous offre aussi des services que nous faisons bénéficier nos partenaires locaux. On est là pour la formation. La première journée va porter sur les ONG, les entreprises, les organismes. Et la deuxième journée va porter sur les forces de défense et de sécurité pour une meilleure maîtrise de l'outil. Nous participons à notre manière à ce que les forces de défense et de sécurité et les forces paramilitaires à mettre à leur disposition les derniers outils technologiques en matière de radiocommunication pour leur permettre aujourd'hui d'avoir l'information et de se préparer non seulement à faire face à la menace et à savoir que de tels outils existent. En plus du renforcement des capacités opérationnelles de ses partenaires, la société, au terme de 2 jours de session, entend aussi vulgariser ses produits un peu partout en Afrique. Voilà, monsieur Sidibé, je vous dis également bonjour. Monsieur Kanté, bonjour. On l'a vu tout à l'heure dans ce reportage. Meilleurs produits, meilleure application pour une meilleure sécurité en matière de produits, en matière de communication et de radio. Et c'est de cela qu'il s'agit, la sécurité dans le pays. Alors, vous venez de mener certaines activités Tout à fait. pendant cette semaine. Mais tout d'abord, présentez-nous brièvement votre entreprise. Bon, notre entreprise, c'est Global Équipement et Services. C'est une société de droit malien. Sa spécialité, c'est de mettre à disposition des équipements, des solutions radiocommunication les plus performantes du moment. D'accord. Alors, dans ce cadre, vous avez mené 2 activités majeures cette semaine. Et vous avez offert des instruments, vous avez formé des agents dessus, même 3 événements, et puis vous avez procédé quand même à la remise gratuite de certains produits en offre de sécurité. Parlez-nous brièvement de ces 3 activités de cette semaine. Ok, merci M. Diomele. Effectivement, il y a eu 2 sessions de formation que nous avons à effectuer cette semaine.
Et la formation, la première journée, a porté sur la formation des ONG, des organismes et des entreprises. Et la deuxième journée, c'était nos forces de défense et de sécurité. Donc la formation de la première journée a porté sur d'abord la présentation des nouveaux produits que nos partenaires ont mis à notre disposition. C'était de faire présenter ces nouveaux produits-là à ces utilisateurs-là. Parce que vous savez, c'est des équipements qui sont utilisés aujourd'hui, même dans les administrations, dans les services de sécurité, et tout comme dans les mines. Donc voilà un peu la première journée de la formation. Mais la deuxième journée a porté essentiellement sur la formation des militaires. Des militaires, tout ce qui est force de défense, de sécurité. Militaires, paramilitaires. Militaires, paramilitaires, ont tous participé à cette formation. Il y avait la douane, il y avait la police, la protection civile, et tous les autres corps confondus. Mais cette formation c'était pas le même module que pour la première journée. Parce que cette formation avait vraiment accès sur vraiment des aspects techniques de la chose qu'on ne va pas se mettre vraiment à dévoiler à bout de champ. Absolument, la sécurité n'aime pas le bruit, donc on le dit, c'est tout comme l'argent. Mais on n'a pas parlé de la troisième activité. Hein? Oui, on a fait aussi des dons au ministère de la Sécurité. Vous savez, M. Diomele, notre pays a d'énormes problèmes de sécurité. Vu l'immensité du pays, avec les peu de moyens que disposent nos forces de sécurité, nous, quand même, nous avons vu au niveau de notre entreprise Global Équipement, nous avons vu au niveau de notre entreprise la nécessité d'aider aussi nos forces de défense et de sécurité, des outils pour lesquels déjà nous les avons formés. Et après cette formation, on a fait don de matériel de ces outils-là au ministère de la Sécurité. Et c'était le ministère de la Sécurité. Je vous avoue que, Inch'Allah, d'autres départements suivront. D'accord. Oui, alors vous parlez spécifiquement de radio-télécommunications, c'est ça? De quoi s'agit-il? Les radios-télécommunications, il s'agit des talkie-walkie et des relais. C'est-à-dire que les talkie-walkie, c'est tout un réseau qui fonctionne avec. Donc le relais sert vraiment à étendre le champ de couverture, en fait. Donc c'est tout un dispositif qui rentre en ligne de compte en ce qui concerne la radio, télécommunication et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, en quoi cette communication est sécurisée? Bon, cette communication est sécurisée parce qu'aujourd'hui, c'est des outils qui sont reconnus mondialement comme étant vraiment des outils de communication sécurisés parce que tout simplement, il y a une certaine protection dans cette communication-là. C'est pour qu'on ne puisse pas vraiment accéder à cette communication. Donc, c'est vraiment des trucs avec des logiciels où il y a des codes. Si vous n'êtes pas vraiment dans les réseaux, c'est difficile pour vous vraiment d'y accéder. Ça ne peut pas être piraté? Impossible. Alors, M. Diakité, en tant que Sidibé. Monsieur Sidibé, Ousmane Sidibé. D'accord, M. Sidibé, vous avez écouté tout à l'heure le propos de M. Kanté et sur ces systèmes de sécurité. Sur la question globale même de la sécurité, notre pays avait des problèmes de sécurité, mais la vérité s'applique à tous les pays, à l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, mais chacun dans son coin, dans son cas précis, essaie de trouver et adapter des solutions aux préoccupations de son agent-là à l'interne, on va le dire. Et vous, en tant que sujet, est-ce que ça vous rassure un peu? Parce qu'en l'écoutant, on sait que maintenant que c'est une question transversale, civile, militaire, tout le monde est concerné par cette question. Voilà pourquoi d'ailleurs, en tant qu'entreprise, accompagne un peu les efforts de nos plus hautes autorités dans le domaine. Et qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? Moi, merci M. Diambélé. Je vous avoue que ça me donne vraiment un sentiment de satisfaction parce que je suis sûr que ça va combler un vide de communication en matière de sécurité. Je ne dis pas que je suis désolé, mais je regrette pourquoi mon service n'a pas participé à la formation, parce que nous contribuons beaucoup à la sécurisation de ce pays. Vous savez que nous avons de grandes forêts encore au Mali, malgré que c'est un pays sahélien, nous avons de grandes forêts qui peuvent être les refuges des grands bandits. Et nous avons ce problème de communication dans nos forêts. Imaginez la boucle de Baoulé, qui constitue une grande superficie entre la région de Kouloukoro et la région de Kaï. Et si nous avons des outils de communication de ce genre, ça pourrait nous permettre non seulement d'être performants d'abord en matière de sécurisation de nos ressources forestières et fauniques,
parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une zone de braconnage par excellence. Et également, nous avons un grand complexe qu'on appelle le complexe Bougouni-Yanfolila, qui est un vaste domaine de forêt, où il y a également la faune sauvage, il y a les arbres, et encore, il y a ceux qui participent à la destruction de la forêt, notamment les fraudeurs qui exploitent le bois. Donc, si un tel instrument se trouve à notre disposition, et que nous soyons d'abord entre nous, qu'on communique beaucoup entre nous, ça va nous permettre de traquer les braconniers. Absolument. Et communication, la sécurité, c'est d'abord le renseignement. Et pas le renseignement sans communication. Voilà, en communication. De deux, encore, si nous voyons des individus suspects dans nos forêts, si nous sommes en réseau avec nos camarades, nos collègues des forces de sécurité et de défense, alors on peut automatiquement les donner des informations. C'est qu'on a l'habitude de le faire. Et pourtant, monsieur, quand vous parliez de la formation des militaires, de paramilitaires, les eaux et forêts font partie, non? Oui. Les eaux et forêts font partie des paramilitaires. Ce que M. Sylvain a dit, c'est vraiment une réalité. C'est pas parce que vraiment on n'a pas, puisque la formation est venue à un moment où déjà on avait vraiment tout calé avec les organisations qu'on devait former déjà. Mais en cela, quand même, moi je pense que dans nos prochaines formations, nous prendrons en compte les eaux et forêts, les services des eaux et forêts. Donc vous avez écouté, c'est la première étape d'une série qui va s'étendre sur la durée. Okay. Ça vous rassure? Ça nous rassure. D'accord. Monsieur Kanté. Ok, parole d'un Kanté. D'accord. D'accord. Merci, Sylvie. Crédible ou pas? Ah bon, d'accord. On va vérifier. D'accord. Alors quand c'est vrai, faire les business, moi j'utilise les mots, faire les affaires, contribuer au développement du pays, faire du profit, mais également avoir la volonté de partager le profit. Et je crois que vous êtes dans cette logique, voilà un peu le caractère social de votre entreprise qui a fait don de matériel cette semaine à certaines couches de nos forces de sécurité. C'est bien cela. Ouais. Et qu'avez-vous à dire aux autres opérateurs économiques? Parce que chacun doit jouer sa partition dans le grand orchestre, non? Bon, pour cela, moi je pense, M. Diombele, nous on a juste voulu faire une petite manifestation de citoyenneté. Parce que c'est bien beau d'accuser tout le temps l'État. Il faut que nous aussi nous aidons l'État. Absolument. Vous avez parlé du climat des affaires. Il n'y a pas d'affaires tant qu'il n'y a pas de paix. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que notre pays traverse des moments difficiles de son histoire. Absolument. Donc il est temps pour nous, opérateurs économiques, d'être solidaires autour de notre État, l'aider à surmonter ces difficultés-là. Donc c'est ce message-là que vraiment j'ai à faire passer à l'endroit de mes autres collègues des sociétés similaires qui sont vraiment spécialisées dans les équipements de militaires, si je peux dire ainsi, vraiment de venir en aide à nos forces de défense et de sécurité. Même dans d'autres secteurs? Dans tous les secteurs. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous ne pourrez pas, par exemple, penser, c'est une idée comme ça, hein, mettre en place un club des opérateurs économiques et du secteur privé et qui va appuyer de temps en temps les efforts du public? Pourquoi pas, M. Diombele? Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ça, quand même, c'est des conseils qu'on peut se servir pour le faire. Il le faut. Parce que notre pays, vraiment, a tant besoin de ça. Alors, le pays attend beaucoup de ses citoyens. Vous allez dire à votre cousin de porter ce projet, non? Tout à fait. Parce qu'au fait, ce qu'il a dit, c'est tellement juste. Si tout le monde fait l'affaire de la sécurité, le problème de la sécurité, son affaire, je pense qu'on va faire moins de surprises désagréables. Mais s'il y a des gens qui pensent que non, ça c'est l'affaire des seules forces de sécurité ou de l'État, c'est là où on passe à côté. Et je pense que les pays qui sont en avance sur nous par rapport à la sécurisation de leur territoire, ils ont évolué dans ce sens-là. Ils se sont dit, bon, que la sécurité, c'est nous tous. Je m'excuse du terme, la bombe qui explose tout de suite là. Ça peut être attrapé de tes parents. Absolument. Donc, si toi tu trouves que c'est l'affaire de l'État seulement, tu passes à côté. Tout à fait. Donc, j'encourage beaucoup les sociétés pour qu'on n'ait pas créé ce club d'opérateurs économiques qui savent très bien que leur affaire ne pourra jamais marcher sans la paix. S'ils se donnent la main et qu'ils viennent voir l'État, et qu'on conjugue nos efforts ensemble, je pense qu'on aura gagné beaucoup de choses dans ça et sécuriser le maximum possible ce territoire-là. Nous avons les moyens de le faire. D'accord. Vous étiez sur une lancée, vous évoquiez un peu les problèmes de sécurité, de surveillance que vous rencontriez un peu dans votre secteur, l'environnement, les forêts classées, les zones protégées. Et vous nous en parlez un peu? Oui.
Bon, au fait... Quels sont les secteurs, les espaces, les superficies les plus exposées? Les superficies les plus exposées, ça c'est les forêts tout autour de Bamako d'abord. Et quelles sont ces forêts-là? La forêt classée de la Faya, qui fait à peu près 80 000 hectares. Ouais. La forêt classée... On appelle le poumon de Bamako. Le poumon de Bamako. Très bien. Il y a la forêt classée de Momandeng, qui fait à peu près 14 000 hectares. Et il y a la forêt classée de Koulouba. Je ne sais pas si vous le savez. Qui est également exposée. Qui est exposée. Mais à quel danger? Exposée, je vous avoue qu'aujourd'hui, nous était la vigilance des forces de sécurité du palais présidentiel et les agents des eaux et forêts. Je vous avoue que cette forêt était devenue un nid de bandits. Tout le temps, on rencontrait des toxicomanes là-dedans. On les chassait, plus les fous du Poingé. Donc, c'était devenu un nid de bandits. Et si nous ne prenons pas de dispositions pour sécuriser non seulement ces forêts-là, qui d'abord nous avons besoin de ces forêts-là pour notre propre survie, mais il ne faut pas que ces forêts deviennent des nids de bandits aussi, de grands chemins. Donc, pour revenir un peu à votre sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces forêts-là tout autour de Bamako, il faut trouver les moyens pour les sécuriser. Il faut trouver les moyens pour sécuriser les zones d'approvisionnement de la ville de Bamako aussi. Et aujourd'hui, ces forêts sont fortement menacées. Tous les exploitants se dirigent maintenant vers ces reliques de forêts qui existent au Mali aujourd'hui, notamment les forêts classées et les réserves de faune. Et quand on détruit ces réserves-là, c'est fini pour les animaux sauvages. Ils vont migrer vers les pays voisins. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le fait qu'il y a un déboisement énorme, massif, incontrôlé, des coups de fusil qui retentissent tout le temps dans la forêt. Donc, beaucoup de nos animaux sauvages sont en train de migrer vers nos pays voisins. Ils reviennent de temps en temps, peut-être qu'il y a des problèmes là-bas où il y a des problèmes d'eau. Donc, ils reviennent, mais c'est pour après quitter de façon temporaire. Donc, je pense que, comme pour rejoindre mon cousin, si nous disposons de ces appareils de communication, qu'on les partage avec les villages environnants. Nous avons des leaders dans ces villages-là qui ont fait ce problème de protection des forêts leur affaire. De la société civile. La société civile. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, leur survie en dépend. Donc, ils sont en train de nous accompagner et il faut les encourager en les donnant des appareils comme ça. Et ils communiquent avec nous en temps réel. Et pourquoi pas, nous avons même des GPS qu'on peut mettre à la disposition de ces pour nous situer un peu là où se trouvent les délinquants. Donc lui s'efface et nous on drague le délinquant. Donc la volonté est là, la stratégie est en place, mais il y a le manque de moyens pour l'exécution. Tout à fait. D'accord. Voilà. Monsieur Kanté, il y a un point de départ et puis une stratégie d'évolution. Où voulez-vous aller? Quand je dis vous, c'est Global Équipement et Services. Bon, tous nos objectifs aujourd'hui, c'est d'abord d'être une entreprise de proximité, être en mesure d'apporter vraiment des équipements de qualité au service vraiment de nos forces de sécurité, et notamment les eaux et forêts, pour vraiment la sauvegarde de la forêt. Pour qui connaît l'importance d'une forêt, on ne doit pas s'amuser avec, c'est extrêmement important. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous devons vraiment à tous les niveaux lever la voix pour que vraiment on puisse vraiment éradiquer ces choses-là, pour que vraiment notre pays puisse vraiment avoir une certaine image qu'on avait. Parce que le Mali était connu comme un grand pays avec des grandes forêts. Mais tout est en train d'être dévasté. À cause de quoi? À cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Donc à cela, moi je pense qu'aujourd'hui, ce problème est assez important que nous puissions vraiment se lever et puis pour faire face. D'accord, mettre les idées, les énergies, les compétences ensemble pour lutter contre ce phénomène qui, on rappelle, n'est pas un phénomène propre au Mali seulement, mais quand comme on le dit chez nous ici, lorsque le vent se lève, là, chacun tient bien sa charge sur la tête. Voilà, Youssouf, est-ce que tu as encore une question? Oui, une question pour M. Kanté. Vous avez remis des équipements, vous avez formé certaines entreprises. Quelle est l'étape suivante? Bon, l'étape suivante, d'abord, nous allons encore continuer à former. Parce que la formation est toujours nécessaire. Ça rentre directement dans le renforcement des capacités. C'est bien beau d'inonder le marché avec vraiment des équipements autour comme on appelle, duquel il n'y a pas de formation ni rien. À la base, les gens ne sauront pas comment utiliser ces... Donc il faut que les gens soient imprégnés d'abord de l'utilisation et pour pouvoir se servir.
Parce que le service ne peut pas se faire tant que tu ne sais pas fonctionner un appareil. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer à former. Parce que nous, on veut pas, on a les produits, on a les formateurs qui viennent de l'extérieur. Vous avez vu à travers les images. Et nous sommes en collaboration avec une société française qui est Soisex, qui sont leaders aujourd'hui en Europe en matière de radiocommunication. Donc, franchement, s'il y a des partenaires sérieux comme ça, il faudra vraiment faire avec pour que vraiment on puisse vraiment éviter beaucoup de choses. Ok. Renforcement du maillage, mais ça commence d'abord par le renforcement de la maîtrise de la chose technique. Ouais. Ok, on va passer maintenant au deuxième sujet. Deuxième sujet, effectivement, là on va parler d'environnement. Je crois qu'environnement et sécurité vont ensemble. Donc les membres du Rotary Club se mobilisent contre les effets des changements climatiques. Voilà, cette journée de reboisement en témoigne donc cette journée de reboisement. C'est pour planter plus de 5000 plants pendant toute la durée de la campagne. Nous suivons ce reportage et ensuite les détails avec M. Sidibé. Les membres du Rotary Club dans le starting bloc contre les effets des changements climatiques. C'est à travers cette journée qu'ils ont appelée journée de reboisement. L'initiative a plu aux autorités communales de Koulouba. Selon le maire, cette forêt classée a une histoire. La protection de l'environnement est donc un des axes stratégiques du Rotary Club international. La présente action commune qui va être consacrée à la mise en place de 200 plans forestiers à l'intérieur de la forêt classée de Koulouba. Cette action, faut-il le rappeler, s'inscrit dans la concrétisation des thèmes de l'Union rotarienne qui est chaque membre un arbre. Ces arbres seront plantés dans la forêt classée de Koulouba qui couvre une superficie de 2010 hectares et elle a subi un dernier classement en 1935, le 25 juin, par le colon blanc. Cette forêt a été classée pour éviter à la ville de Bamako des éboulements. Mais de nos jours, si on arrive à la préserver, elle peut jouer un autre rôle très important que les environnementalistes ont appelé puits et réservoirs. Chaque rotarien, au cours de ce mandat, jusqu'au 22 avril 2018, plante au moins, je dis bien au moins, un arbre. À partir de cet instant, cette activité, cette action ne se limitera pas ici à Koulouba, qu'elle va s'étendre un peu partout, n'est-ce pas, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche de Bamako et dans des endroits symboliques. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était là pour manifester son attachement à toutes les actions allant dans le sens de la préservation de l'environnement. L'action que le Rotary veut entreprendre dans cette forêt nous va droit au cœur. Nous remercions l'ensemble du Rotary Club. À cet effet, je m'engage au nom de l'ensemble des agents du cantonnement d'assurer un bon entretien et le suivi des plans qui seront mis en place. La conviction du Rotary Club est toute simple. Reboiser la forêt, c'est protéger l'humanité contre les effets des changements climatiques. Voilà. Ok. Rotary Club, protection de l'environnement, quelle relation? Oui, d'abord il faut savoir qu'est-ce que le Rotary Club. Qu'est-ce que le Rotary? Le Rotary, c'est un forum des hommes et des femmes de différents continents, de différentes cultures, qui avancent des idées et passent à des actions pour des changements durables. Club service. C'est ça. Donc, être rotarien, c'est le don de soi-même. Et nous inscrivons toutes nos actions dans la durabilité. Et qui parle de durabilité, c'est un terme des environnementalistes. Hein. Ils ont dit qu'il faut qu'on arrive à satisfaire nos besoins actuels sans compromettre nos besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. Et ça à travers les arbres. Nous sommes en train de planter pour nous inscrire dans cette logique. Donc, le Rotary s'est dit, on a beau mener des actions, si la survie des êtres humains sur la Terre n'est pas assurée, alors il va être très difficile pour nous de conduire d'autres actions plus salutaires. Voilà pourquoi on s'est inscrit dans la protection de l'environnement. Et ça fait bientôt une centaine d'années. D'accord.
protéger notre environnement, une obligation pour tous. Ça me rappelle, j'ai paraphrasé un peu l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui disait qu'il n'y avait pas de plan B puisqu'on n'a pas une planète B. Oui, il faut s'y mettre obligatoirement et chacun y est forcé. Alors aujourd'hui, vous parlez un peu de cette zone à protéger, superficie de 2010 hectares. Tout à fait. Et qui a existé depuis toujours, mais qui se dégrade malheureusement. Et vous êtes chargé de la prise en charge de la protection. Vous êtes combien pour le faire? Vous avez tantôt parlé d'un déficit de moyens. D'abord, il vous faut quel genre de moyens pour être efficace dans votre combat pour la protection de cet environnement-là? Et en nombre, est-ce que vous êtes... le nombre est bien étoffé pour mener à bien cette mission? Ok. Merci, M. Diombele. Effectivement, là où nous sommes aujourd'hui, l'effectif que nous avons dans le district de Bamako nous suffit pour bien protéger cette forêt. D'accord. Mais cet effectif a beau suffire lorsque les populations riveraines de cette forêt, notamment la population de Sogonafi, de Koulouba et de Pongé, ne sont pas avec nous, tous nos efforts vont être vains. D'accord. C'est plutôt une question de collaboration de la population que de manque de moyens matériels. Voilà. Et les moyens matériels aussi sont là, parce qu'une forêt n'a de valeur que lorsque sa gestion s'inscrit dans la durabilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je reviens un peu à nos textes forestiers qui disent qu'on ne doit jamais exploiter une forêt sans plan d'aménagement. L'article 32-33 de la loi 10/28 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national a dit à son article 32-33 qu'on ne doit jamais exploiter une forêt sans plan d'aménagement. Donc ce plan d'aménagement, c'est un document qui parle de la gestion durable d'une forêt pendant un temps bien donné, minimum 10 ans. Donc il faut obligatoirement ce plan d'aménagement. Et son élaboration coûte un peu cher. Sa mise en œuvre aussi coûte un peu cher. Voilà pourquoi nous avons besoin des moyens pour ça. Et nous comptons sur les plus hautes autorités pour nous accompagner dans ce processus. Nous avons la technicité pour élaborer les plans d'aménagement, mais la mise en œuvre, c'est autre chose. Donc il faut qu'on ait des moyens pour élaborer le maximum que possible de plans d'aménagement pour que le Mali puisse être au rendez-vous des nations sœurs dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Monsieur Diakité. Voilà, vous avez dit tantôt un membre, un arbre, ça c'est le thème du mandat. Vous êtes combien? C'est à travers le monde, hein? Oui. Voilà, c'est combien de membres? Nous sommes à peu près 1 million, et plus d'1 million de membres. Ah, c'est le thème international. Oui, le thème international du Rotary international. Donc nous sommes à peu près 1 million de membres. Plus d'1 million de membres. Ok, à travers le monde. À travers le monde. Okay. Et pour le mandat de cette année, le million de membres, chacun doit planter un arbre. Un arbre? Oui. D'accord, 1 million d'arbres à planter. À planter. Et au Mali? Au Mali, nous, on se propose d'aller plus loin. On veut faire 5 000. 5 000 plants et ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Nous avons la capacité de le faire parce qu'aujourd'hui à Bamako, on avait prévu pour la production des plants 3 millions de plants, les producteurs de Bamako. Mais quelles sont les essences que vous privilégiez? Les essences de valeur. Ça, c'est une des volontés manifestes de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui a souhaité que cette année, qu'on mette des arbres de valeur. C'est-à-dire, c'est quoi les arbres de valeur? Ce sont les arbres qui rentrent quotidiennement dans nos besoins. Exemple? Exemple, le moringa. Exemple, le caïcédra. Exemple, le Pterocarpus erinaceus, notamment le qu'on appelle le vène, le bois de vène. Ça, c'est des essences de valeur. Le bois de vène, c'est quoi? Le bois de vène, c'est... Il y a un équivalent bamana? Guénou. Ah bon, très bien. Guénou, c'est une espèce qui est trop prisée. Le bois est trop prisé dans le monde entier. Et si nous avons des problèmes aujourd'hui au Mali, c'est l'exploitation de ce bois-là, qui s'exporte. Ah, qui s'exporte à l'étranger, en Chine, en Espagne, dans beaucoup de pays européens. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire les meubles. Les meubles? Les meubles. Très bien. Quand vous voyez, dans la ville de Bamako aujourd'hui, si vous voyez aux abords des axes routiers, un bois, un lit qui brille, dites-vous que c'est le vène. Mais où est-ce qu'on trouve cette espèce-là? Cette espèce se trouve dans la région de Kaï et de Sikasso, notamment le cercle de Kenyeba, de Bafoulabé, de Kita. Bon, on peut la développer partout ailleurs sur le territoire. Tout à fait. Oui, en tout cas dans le Mali Sud. D'accord. Dans le Mali Sud. Okay. En quoi l'exportation pose problème? Parce que nous sommes... Qui est chargé par exemple de sécuriser cela? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Non, la loi n'interdit pas, mais la loi réglemente. Voilà, la loi n'interdit pas l'exportation du bois, mais la loi réglemente parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas exploiter sans plan d'aménagement. Ici, il y a le plan d'aménagement, ça veut dire que les études ont été menées pour dire qu'est-ce qu'on peut prélever par an
dans cette forêt sans que cela ne porte préjudice au capital existant, qu'on appelle le quota d'exploitation annuel. Et si on ne dépasse pas ce quota, alors la pérennité de la forêt est là. Mais s'il n'y a pas de plan d'aménagement, ça veut dire qu'il n'y a pas ce quota. Donc l'exploitation va être faite de façon anarchique. D'accord. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ça veut dire que c'est interdit. Il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas de plan d'aménagement. Tout à fait. Alors, tout à fait. On le fait. Mais il y a des plans d'aménagement à certains endroits. L'État s'est déjà engagé dans cette logique pour élaborer les plans d'aménagement. Depuis 2010, on est dans cette mouvance et ça a train de venir de façon timide parce que ça coûte cher. Voilà. Alors, on a vu les acteurs du secteur privé qui veulent accompagner les autorités du pays dans leur effort de renforcement et de la sécurité, de la protection dans notre pays. On va voir maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont dans la besace pour nous accompagner dans la protection de notre environnement? Vous avez des idées? C'est possible également que vous accompagniez ce secteur-là. Bon, je pense que c'est utile. Ils ont combien de plans d'arbres à vous recherchez aujourd'hui? 5 000. 5 000 ça, c'est le Rotary. Qui vous accompagne, vous dans le service des eaux et forêts. Ah bon, c'est le service des eaux et forêts qui accompagne le Rotary. Qui accompagne, c'est-à-dire en leur donnant la technicité de l'appui conseil nécessaire. Oui. Et vous savez que nous travaillons beaucoup avec les producteurs de plans. Qui donnent également les plans. Qui donnent les plans. Présentement, les pépiniéristes privés de Bamako nous ont gratifié de 2000 plans déjà. D'accord. Disponibles à Bamako aujourd'hui. Ok. Donc, mais vous voulez aller au-delà? Vous pouvez aller au-delà? On peut aller au-delà de cela. La Fondation KNC aussi nous a gratifié à peu près de 300 000 plans. Ça, c'est le Mali, tout le Mali. Mais les 2000 plans sont déjà acquis pour la direction régionale des eaux et forêts de Bamako. Alors, c'est l'occasion sur ce plateau. On va demander aussi au secteur privé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner cet élan? Pas d'engagement formel, mais... C'est un élan de solidarité aussi. Effectivement, comme l'a dit M. Sidibé, aujourd'hui, notre pays vraiment a besoin que vraiment sa forêt soit très bien garnie. Parce que nous avons vraiment des potentialités qu'on avait, on a eu à le dire, que nous avons perdu à cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde est en perpétuelle mutation avec les changements climatiques. Quand les États-Unis ne veulent pas aujourd'hui accompagner le climat, on a vu avec l'accord de Paris, où les États-Unis se sont soustraits carrément, il faut que nous-mêmes, à notre niveau, qu'on essaie vraiment de faire une certaine mobilisation pour prendre en compte vraiment nos besoins. Parce que c'est des besoins réels. Hein. C'est des besoins réels, cela a des impacts sur même le climat. Donc on n'a pas de bon climat quand on n'a pas vraiment de bonne végétation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que la mobilisation aussi puisse aller dans ce sens-là pour que vraiment on puisse vraiment résoudre un certain nombre de problèmes qui sont là déjà. Toujours pas d'engagement. L'engagement ne va pas être l'engagement ne va pas être formel. D'accord, ok. Mais quand même, on verra ce qu'on peut faire. Inch'Allah. Voilà. Ok, alors, monsieur Sidibé, planter les arbres, c'est bien beau. Et quelle suite vous donnez à l'opération? La suite qu'on donne à l'opération, comme vous l'avez bien dit, il ne s'agit pas de planter les arbres. Parce que quand on fait un peu un clin d'œil en arrière, chaque année on plante. Nous sommes dit qu'il faut maintenant faire des plantations sécurisées. Sécuriser, ça veut dire quoi? Pour ne pas être dans sa logique de sécurité. Ouais. Pour nous, sécurité, c'est de protéger les plants contre la divulgation des animaux, contre l'action des hommes et contre contre les feux. Donc, il faut trouver un moyen pour planter et puis entretenir. Parce que vous savez que nous faisons une bonne partie de l'année dans la sécheresse, notamment en mars, avril, mai. Donc c'est le moment où les arbres ont besoin de l'eau. Donc quand on plante aujourd'hui, il faut... Et le Rotary s'est inscrit dans cette logique pour dire tout ce qu'on va planter cette année vont être entretenus avec le service des eaux et forêts. Et ça, on tient à ça. Et on veut que tout le Mali s'inscrit dans cette logique. Il ne s'agit pas de planter encore avec les caméras de l'ORTM ou de TMD, je ne sais pas où qu'elles tiennent encore. Mais cela ne suffit plus. Il faut entretenir. Il faut suivre ces plantations et les évaluer. Oui, mais si vous invitez la caméra de l'ORTM, TM2, Télé Nation pour venir voir, ça c'est l'événementiel. Oui. D'accord, au-delà, oui. Quelque temps après, on passera voir. Hein. Voilà, c'est notre on ne va pas vous attendre que vous nous appeliez pour venir voir, on viendra. C'est notre souhait le plus absolu. C'est notre souhait le plus absolu parce que le Rotary s'est engagé devant les forestiers hier pour dire que tous les plans qui vont être mis ici, ils vont assurer l'entretien. Et madame le chef de cantonnement de la rive gauche a également promis hier qu'elle sera là pour suivre ces plans-là aussi. Donc c'est pour dire que nous, Rotariens, on s'inscrit dans cette logique. On ne va plus planter et puis tourner le dos.
D'accord. Alors, vous êtes eaux et forêt, d'accord, et vous vous occupez des zones bien déterminées, mais est-ce que votre action s'élargit également un peu à l'intérieur de la ville, eaux et forêts, je vais ajouter eaux, forêts et villes, et qu'est-ce que vous faites auprès de la population? Est-ce que vous menez des actions de proximité pour sensibiliser la population, les citoyens lambda, pour le faire voir les bénéfices de la plantation d'arbres et de leur entretien? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? C'est-à-dire que nous sommes avec la population. Vous savez, maintenant, la sensibilisation est arrivée à un niveau où c'est les organisations socio-professionnelles qui viennent aux eaux et forêts pour dire on est prêt à planter. C'est lorsque nous avons été confrontés à ces problèmes, puisque l'État s'est désengagé de la production des plants, ça fait des années, alors c'est là où les pépiniéristes privés sont venus à notre secours. Parce que chaque année, tellement que la sensibilisation a reçu à Bamako, ce sont les organisations de jeunes et de femmes qui viennent à nous pour dire qu'ils ont besoin de plants pour planter. Mais au-delà de ça, vous savez qu'à Bamako aujourd'hui, le plan de morcellement a fait qu'on a prévu des espaces verts à Bamako. Et nous avons compris à un moment que ces espaces verts étaient tellement convoités qu'il y en a qui ont changé de vocation de façon arbitraire, sans respecter la réglementation. Par exemple, il y en a où? Il y en a en commune 5, en commune 6, qui ont changé de vocation. Et là, sans... D'espaces verts, ils sont devenus quoi? Des terrains de foot. Ou bien ils ont été morcelés pour installer des bâtiments à usage d'habitation. Donc, les populations riveraines sont en train de se rebeller contre ça. Et avec l'appui de Madame le gouverneur. Ça veut dire qu'elles ont compris. Elles ont compris. Elles ont compris que ces espaces verts font partie de leur survie aussi. Et avec l'arrivée de Madame le gouverneur, donc, nous sommes en train de les sécuriser, un à un. Et chaque fois qu'on sécurise, c'est la population qui vient à nous pour dire nous sommes prêts à faire les trésors, pourvu que vous soyez là pour nous accompagner dans la technicité. Et pour amoindrir le goût, nous aussi, on dit nous, on peut apporter les plans et assurer les transports aussi. Donc, nous sommes déjà dans cette logique. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, chaque espace vert identifié avec le service de l'urbanisme des collectivités, nous avons fait les coordonnées GPS, c'est-à-dire les coordonnées géoréférencées de ces espaces verts. Vous savez qu'on a planté tel nombre d'arbres, telle espèce dans telle zone. Et voici les coordonnées GPS. Voici, les coordonnées GPS. Et nous avons responsabilisé chaque agent des eaux et forêts par espace vert. Ça, c'est déjà fait depuis 2015. Vous avez un suivi permanent? Avec un suivi permanent d'un membre du CDQ, c'est-à-dire le comité de développement des quartiers. Donc les chefs de quartier, notamment en commune 6, le processus a démarré en commune 6, et nous allons étendre ça dans toutes les communes de Bamako. Donc, un agent forestier, un membre du CDQ par espace vert. Voilà. C'est sûr? Oui. Alors, vous avez parlé de la forêt classée de Koulouba. Vous avez planté déjà là-bas. Après la forêt de Koulouba, quelle est la suite? La suite, les espaces concernés? Les espaces concernés, nous allons... vous savez, il y a des espaces dans l'ACI, il y a des espaces en communauté. Je n'ai pas la liste des espaces verts qui sont concernés ici, mais il y a beaucoup d'espaces déjà dont les trésors ont été faites et on attend seulement les jours J, ne serait-ce que de régler les trucs d'organisation avec la population. Mais pour revenir un peu en arrière par rapport à la forêt classée de Koulouba, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais le Rotary n'a pas choisi la forêt classée de Koulouba. Oui, on avait demandé la motivation pour la forêt classée de Koulouba. J'ai dit la forêt classée de Koulouba, c'est la seule forêt classée de Bamako, qui a été classée par l'homme blanc en 1935, le 28, par l'arrêté 1438, et c'est du 28 juin 1935. Et l'homme blanc l'avait classée pour éviter à la ville de Bamako des éboulements. Et vous voyez maintenant que ces dernières années, tellement que cette forêt a été déboisée, chaque année il y a inondation dans les quartiers aux abords immédiats de la forêt, notamment Bangoni. Il faut être à Ménékro quand il pleut. Vous allez voir la quantité d'eau qui traverse ce quartier-là pour descendre dans les parce qui continue jusqu'à 15 Abougou pour aller se jeter dans le fleuve Niger. S'il n'y avait pas ce collecteur, ça allait être la catastrophe pour ces quartiers-là. Donc l'homme blanc avait classé cette forêt pour éviter à la ville de Bamako des éboulements. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon discours, en protégeant cette forêt, elle pourra jouer encore un autre rôle très capital dans le cadre du changement climatique, notamment les séquestrations de gaz à effet de serre que la ville de Bamako est en train de dégager aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir, allez-y voir les statistiques au niveau de la santé, les quartiers au centre-ville de Bamako ont le taux le plus élevé en matière de maladies respiratoires. C'est parce que c'est là-bas où il y a une concentration de véhicules, de motos, d'usines. Ça, c'est la commune 2 et je pense la commune 3 un peu. Donc, c'est là-bas où il y a la concentration de véhicules et de motos dans la journée et qui dégagent des gaz à effet de serre.
Et donc, Bamako étant dans une cuvette, voilà, ça renforce l'effet. Ça renforce l'effet. Et maintenant, si cette forêt est là, elle peut bel et bien jouer ce rôle de séquestration de ces gaz à effet de serre. Parce que c'est la seule forêt. Donc les Rotary ont choisi cette forêt pour aller donner le ton, pour appeler tous les Maliens à ce qu'on s'occupe de cette forêt, si on veut réellement vivre à Bamako, dans les bonnes conditions. D'accord. Voilà. Et quelles sont les espèces qu'on retrouve là-bas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a du karité, il y a du néré, il y a des baobab, il y a du caïcédra. Et hier, nous, on a mis du moringa. Et le moringa, c'est une espèce de valeur qui non seulement rentre dans notre nutrition, mais qui a des valeurs thérapeutiques très très importantes. Ok. Voilà. Bon, on ne sait pas trop, vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous avez à votre possession certains ratios qui disent, par exemple, pour tel nombre d'habitants, il faut tel nombre d'arbres? Ça existe? Bon, non, à ma connaissance, non. Peut-être si on fouille dans le document. Sinon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre territoire est sérieusement menacé. Parce que quand on prend le taux international, qu'il faut les 15% du territoire national soient consacrés aux forêts, le Mali, si on calcule bien aujourd'hui, le Mali ne doit pas être à 6-10%. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça veut dire que nous sommes en train de devenir un pays sahélien par excellence. Et le désert avance à grands pas. Et malheureusement, les récifs de forêt qui existent dans la région de Caille et de Sikasso sont fortement menacés aussi. Donc ça doit être une préoccupation de tous les membres, tous les pays, tous les Maliens, pour qu'on trouve les moyens pour sauvegarder le pays. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens? Votre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est l'appui conseil. Notre rôle, c'est la formation. Notre rôle, c'est sensibiliser, informer. Notre rôle, c'est d'amener des technologies qui nous permettent de gérer de façon durable ces forêts-là. Et attirer l'attention des décideurs sur les dangers qui nous menacent. Tout à fait. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons. Et tout le temps. Tout le temps. Et il ne se passe rien. Bon, il passe quelque chose. Dans la mesure où, jusqu'à présent encore, il en existe. Si on prend un peu ce qu'on avait... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que encore il y a des forêts classées. Imaginez la forêt classée de la Faya. Vous savez qu'aujourd'hui, la sensibilisation est arrivée à un niveau où ce sont des privés qui s'intéressent maintenant, comme mon cousin de la sécurité, ce sont des privés qui s'intéressent maintenant à la gestion des forêts. Quand vous prenez la forêt classée de la Faya, là, le Mali s'est engagé déjà dans un partenariat public-privé où il y a déjà un Malien qui a mené ses propres moyens pour qu'on puisse gérer de façon durable cette forêt. Alors, l'écosystème dans la zone, est-ce que les animaux aussi reviennent? Ils sont en train de revenir. Quand je prends le cas de la Faya, aujourd'hui, le fait qu'on est arrivé à faire partie des exploitants de la forêt, c'est-à-dire les producteurs de bois et de charbon, et qu'il y a le contractant Tamboyage, ils ont eu à mener, à recruter des surveillants de forêt qui appuient le service des eaux et forêts. Dans cette forêt, je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a des animaux qui ont commencé à revenir, notamment des facos, les facos-chers. À ça, ils ont commencé à venir. Et en 2012-2013, déjà, quelqu'un nous avait dit, on n'a pas pu avoir les moyens de vérifier, qu'il y avait un lion qui était là-bas. Donc ça veut dire que les choses sont comme... Et quand vous prenez le complexe Bougouni-Yafoulia... ok, j'allais poser la voilà, question. Il y a encore un privé qui a eu un contrat de gestion. Donc les privés sont en train d'avoir des contrats de gestion avec l'État. Mais comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est la même évolution que... C'est la même évolution, parce que là-bas déjà c'était une zone giboyeuse, il y avait des gibiers là-bas, mais leur présence est en train de faire que les animaux sont en train de revenir petit à petit. Mais que font-ils, ces privés, et qu'il y a quel contrat entre eux et l'État? Comment ça se fait? Gestion de forêt par les privés? Oui, les privés, par exemple, quand c'est pas les mêmes... Pour la FAIA, c'est un contrat d'amortissation. C'est-à-dire que la société doit protéger la forêt, élaborer un plan d'aménagement pour mener des activités de l'écotourisme. Et dans cette logique, cette société ne prélève rien de la forêt, mais au contraire, contribuer à restaurer la forêt pour attirer les touristes. Donc lui, il va faire des travaux de restauration de la forêt pour permettre aux animaux sauvages d'y rester. Oui. Donc amener les touristes, sédentariser pour faire et attirer, et avec maintenant les activités touristiques, il y a un retour sur investissement. Tout à fait. Ouais. Donc ils doivent payer des taxes de tourisme à l'État malien. Absolument. Donc vous voyez que l'État va gagner là-dedans, mais il n'y aura aucun prélèvement.
Et c'est la même chose du côté du complexe Bougouni Yanfoula aussi. D'accord, il nous reste 2 minutes. Okay. Là-bas, ça évolue positivement. Ça évolue positivement parce que leur présence, d'abord, la présence de ces deux sociétés a fait en sorte qu'il y a très peu de braconnage et l'exploitation forestière du bois et du charbon aussi a connu une réelle diminution. Voilà. D'accord. Alors, l'émission tire à sa fin. On va demander à Monsieur Kanté de renouveler encore ses appels à l'intention de ses autres partenaires du secteur privé et dans l'implication de nous tous pour renforcer le climat de la sécurité dans notre pays. Bon, moi je pense que M. Diomele, le temps est déjà donné parce que déjà de part et d'autre, en entendant les forestiers parler, tu sens que vraiment il y a un certain engouement autour de la chose. Parce que le fait que les privés s'intéressent en partenariat public-privé d'abord, pour vraiment rendre en valeur notre forêt, ça c'est extrêmement important. Mais en ce qui concerne vraiment surtout la situation actuelle du pays, demande à ce qu'il y ait une mobilisation des Maliens autour de l'État. Je reviens là-dessus, une mobilisation des Maliens autour de l'État. Nous sommes aujourd'hui une société, on veut vraiment être utile, et compétitifs, et performants et avoir aussi des mêmes capacités que des sociétés étrangères qui sont des partenaires traditionnels vraiment de nos États, des États africains. Mais l'appel n'est rien d'autre que de permettre vraiment à ce qu'il y ait une grande mobilisation autour, que les gens comprennent que l'État aussi a besoin d'être aidé. D'accord. Je vous remercie. C'est pour cela que vous amenez les instruments, vous transférez également les compétences. Tout à fait. D'accord. Monsieur Sidibé, c'est vous qui allez boucler Rotary, environnement, et vous avez la parole, forêt. Oui. Et bon, en fait, comment la relation va être durable? La relation va être durable. Oui, aujourd'hui, c'était la plantation d'arbres par les membres du Rotary. Et il n'y a pas que les arbres pour protéger l'environnement. Peut-être l'année prochaine, vous allez vous appesantir sur le secteur eau. Oui, c'est-à-dire le Rotary est dans tout ça là. Nous faisons l'assainissement, nous apportons de l'eau à la population. Donc aujourd'hui, nous pensons que déjà c'est inscrit. Parce que cette action, il faut le rappeler, était une action commune des présidents du club du Rotary. Ce sont les présidents du club qui ont décidé de cette action. Et dans ça, nous sommes projetés déjà. Bientôt, on va passer à des actions d'assainissement. Bientôt, on va passer à des actions de don de sang. Ça, c'est déjà une de nos activités phares traditionnelles. Et également, nous allons voir dans les écoles aussi comment il faut faire en sorte que depuis à bas âge, l'enfant puisse avoir l'amour de l'arbre. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. L'éducation. Ça, c'est le Rotary encore. Ouais. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir comment faire en sorte qu'on peut amener encore à travers les manuels, dans la culture des enfants, l'amour de l'arbre. Absolument. Pourquoi ne pas aller depuis à la naissance de l'enfant, dire aux mères, chaque fois que vous devez délivrer un acte de naissance, il faut que les parents plantent un arbre pour l'enfant. Comme ça, l'enfant et l'arbre, ils vont grandir ensemble. Initiative géniale. Voilà. C'est ça, s'apaisantir sur la formation de l'homme, parce qu'on le dit. Hein. Et lorsqu'on n'a pas de pétrole, ça peut passer. Et lorsqu'on n'a pas de débouchés sur la mer, ça peut toujours passer. Lorsqu'on n'a pas d'or sous la terre, ça peut toujours passer. Mais lorsqu'on n'a pas de citoyens compétents, formés, alors là, c'est très grave. Parce que quand il est bien formé, il peut trouver une solution, un plan B à tout ça. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir pensé donc aux enfants. Et de la faire grandir avec... Surtout chaque année à Katé, on parlait à peu près 300 élèves. À la chose environnementale. Voilà, comme ça, ils ne seront pas comme Youssouf Diakité. Merci d'être venu. Merci, Sidibé. Merci. Kanté, merci d'être venu. À vous également, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo sur leur thème, c'est à suivre entre 12 et 13. Et tout à l'heure, le journal de 13h, présentation de Aïssata Ibrahim, Maïga. Voilà, excellent moment de télévision avec leur thème. Merci.